Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par Bibouda. Comme très souvent le mardi et le jeudi soir, nous organisons un webinaire différent sur un sujet différent. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir notre thérapeute Alain Huot. Bonsoir Alain. Bonsoir Mathieu, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Comment vas-tu? Écoute, très bien, très bien. Magnifique. Très bien depuis le temps que nous ne s'étions pas vus. Et Bah oui, heureux depuis de quelques vous mois. retrouver toutes et toutes. Hein, super. Il était temps qu'on se retrouve pour quelques bons conseils pendant cette période. Donc du coup, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui concerne vraiment tout le monde, surtout avec la période actuelle. Donc c'est vraiment comment s'adapter au mieux à notre environnement. Pour cela, donc du coup, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Alain Huot. Donc Alain Huot, pour tous ceux qui te connaissent pas, bien que tu es très connu de la maison Bibouda, tu as déjà réalisé plein de webinaires, plusieurs formations qui sont déjà en ligne. Donc tu es thérapeute en médecine douce depuis plus de 30 ans. Tu es diplômé en sophrologie, en naturopathie, en aromathérapie. Tu as été également formé à la méthode Tipeee et à l'EFT. Tu es conférencier, écrivain d'un livre sur le jeûne. Et tu es également présent à l'école Senato. Et j'ai cru d'ailleurs comprendre qu'ils ouvraient d'autres écoles à Rennes, Lyon et à Toulouse, dont une. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc le Senato, c'est l'école où j'ai été formé il y a plus de 30 ans. Donc la formation de base, en fait, je suis thérapeute en médecine naturelle à travers une formation initiale en naturopathie. J'ai été formé à Paris. L'école est parisienne, a été fondée par Daniel Kieffer il y a maintenant plus de 30 ans. Et l'école déploie des antennes en province. Donc les formations vont pouvoir, comme tu disais, être dispensées à partir de la fin du mois de novembre, donc c'est tout prochainement, dans moins d'un mois, à Lyon, à Rennes. Et donc j'ai le plaisir, l'honneur et de prendre la direction de l'antenne du Senato Toulouse, tout à fait. Donc, ce qui va me permettre de valoriser de faire valoriser du transfert de compétences et de faire également former des futurs consoeurs et confrères, donc j'en suis ravi. C'est magnifique. Et du coup, les portes, elles s'ouvrent à partir de novembre, c'est ça? Fin novembre? 30 novembre, on fait la rentrée, voilà. Donc, je fais des réunions d'information pour ceux qui sont intéressés. On va pas passer la soirée dessus, mais vous tapez senato.fr, CENATHO.fr, et vous aurez le lien sur l'école et vous verrez, il y a toutes les infos sur les antennes et les dates précises où je fais tous les 2-3 semaines une réunion d'information pour présenter le cursus, le déroulé, le contenu, les coûts, etc. Magnifique. Bon, écoute, je vais te laisser la parole pour ce webinaire. Vous étiez plus de 4500 inscrits ce soir, donc il y a du monde avec toi. Il y a des curieux. Je te laisse leur donner du coup tous ces remèdes, ces astuces, ces pratiques pour nous permettre du coup de faire face à notre environnement. Je te retrouve juste avant les questions pour une petite thématique et du coup à dans 50 bonnes minutes. Super, merci Mathieu. Ravi de vous retrouver, ça faisait quelques mois que j'étais pas sur les ondes de Bibouda et là, l'actualité m'a vraiment motivé à vous rejoindre pour justement faire une synthèse de l'ensemble des outils que je manie depuis plus de 30 ans, comme je vous disais tout à l'heure. La naturopathie étant vraiment la base, la fondation de l'hygiène de vie au naturel. On pratique la naturopathie holistique, c'est-à-dire on va traiter aussi toute l'hygiène de vie au niveau psycho-émotionnel, au niveau mental également, c'est pas un gros mot, au niveau spirituel ou en quête de sens. Et donc justement, je souhaitais partager cette soirée avec vous pour déployer un petit peu les différents outils qu'on va pouvoir utiliser, car c'est pas un secret, vous savez que demain on va avoir des annonces et tout le monde, tous les journalistes pointent du doigt que c'est pour resserrer encore la vis, les courbes montent, et a priori, de toute façon, qu'on teste ou pas la réalité, on ne va pas pouvoir avoir trop de choix à ce niveau-là. Donc le choix qui nous reste, il en reste quand même un, même si on n'est pas forcément d'accord avec la gestion de la crise, si on n'est pas d'accord avec un certain nombre d'éléments statistiques, en tous les cas, il nous reste quand même un choix, c'est celui de pouvoir déployer nos meilleures capacités d'adaptation à notre environnement. Donc c'est le sujet du soir. Donc on va déployer ça, si vous avez vu le programme, en plusieurs paliers. Et je vais commencer par le premier médicament, fidèle à la médecine hippocratique, puisque les naturopathes holistiques, nous sommes les héritiers spirituels du grand Hippocrate de Cos. Et le père de la médecine occidentale disait que ton aliment soit ton premier médicament ou ta première médecine. Il y a différentes traductions. On l'oublie. Peut-être pas vous, si vous êtes là, si vous êtes déjà au moins plus ou moins sensibilisé, même s'il y a quelques curieuses et curieux, ravis de vous accueillir également, mais on l'oublie, c'est que la finalité de notre alimentation, c'est de pourvoir aux besoins de l'ensemble de notre corps, et plus particulièrement l'ensemble de nos quelques dizaines de milliers de milliards de cellules qui composent les différents organes.
Donc il y a des cellules un peu plus particulières qui sont impactées, impliquées au niveau de l'adaptation à l'environnement, qui sont les neurones, donc les cellules du cerveau, du système nerveux central et périphérique. Et ces neurones, comme toutes cellules, elles doivent aller chercher leurs matériaux énergétiques, mais également, on va le voir, et c'est ce qui est le plus important, également tous les micronutriments dont ils ont besoin pour pouvoir faire ce qu'on appelle les cascades enzymatiques. Et à travers ces cascades enzymatiques, c'est-à-dire des réactions biochimiques, si vous préférez, eh bien, elles vont fabriquer ce dont elles ont besoin, et en particulier des neurotransmetteurs ou des neuromédiateurs. Alors, si vous êtes fidèle à l'Ibouda, ce sont des termes qui vous parlent parce que j'ai pas mal de mes collègues qui interviennent également dans le domaine. Donc moi, je vais regarder ça plutôt du côté nutritionnel. Donc la question que vous devez vous poser, c'est quelle serait l'alimentation la plus adaptée pour ma santé corps-esprit, c'est-à-dire de mon corps, mais également esprit au sens cérébral, plus exactement, quelle serait l'alimentation la plus adaptée. Alors moi, je ne parle pas de régime. On fait des régimes quand on veut prendre de la masse musculaire, on fait des régimes quand on veut perdre du poids, on fait des régimes quand on a de l'hypertension, on fait des régimes quand on a du cholestérol, etc. Et comme disent un de mes professeurs, les régimes, c'est pour les gens malades. Moi, je pratique plutôt une médecine basée sur la santé. Mon rôle est plutôt dans la prophylaxie, c'est-à-dire plutôt prévenir plutôt que guérir. Et vraiment, cet exposé de ce soir, c'est webinaire. Et vraiment, en tous les cas, c'est dans ce sens-là que je vous le propose, c'est qu'est-ce que je peux faire pour me prévenir des risques de surchauffe, des risques de surmenage, des risques de stress, parce que on a connu tous et toutes ce premier épisode et on disait il n'y aura pas de deuxième vague, certains disaient oui c'est sûr. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des mesures qui vont être prises et là on n'y échappe pas. Donc il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que du coup, on va peut-être pouvoir avoir un petit peu plus de temps pour nous, parce que si vous voulez, on en parlera tout à l'heure dans l'hygiène mentale. Je dévoile un petit peu, j'anticipe un petit peu ce sujet-là. Dans l'hygiène mentale, c'est dans une situation, qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde le verre à moitié plein ou je regarde le verre à moitié vide? Eh bien, si à chaque fois, dans une situation, je regarde qu'est-ce qui peut être utile, qu'est-ce que je peux utiliser dans cette situation, du coup, ce qui pourrait créer un stress négatif va devenir un tremplin pour mieux fonctionner. L'alimentation santé, corps-esprit, c'est une alimentation à dominante végétale. Quand je dis à dominante végétale, je ne fais pas de prosélytisme, je suis pas en train de vouloir convertir tout le monde au végétalisme ou au véganisme ou végétalisme. Ça, c'est une question de choix qui est respectable. J'accompagne des gens qui sont véganes, des gens qui sont végétaliens. On peut vivre sans aucun produit animaux. Ça nécessite quand même quelques connaissances de base pour bien amener tous les matériaux. Mais on peut aussi, si c'est votre choix, manger quelques produits animaux. Pour moi, c'est pas forcément problématique, si ce n'est qu'il va falloir choisir les bonnes qualités parce que les animaux sont en bout de chaîne alimentaire. Et en général, les gens qui ne mangent pas de produits animaux, c'est pour des raisons éthiques, que je respecte tout à fait. Je suis flexitarien, c'est-à-dire je mange peu de produits animaux, mais occasionnellement. Mais c'est vrai que le grand problème, ce que je vois à travers ma pratique de clinicien, c'est-à-dire en consultation, c'est que dans le régime à l'occidental, globalement, on mange trop de produits animaux et pas assez de végétaux. Alors pourquoi? La raison, elle est assez simple. C'est que dans les produits végétaux, c'est là essentiellement où on va trouver ce qu'on appelle les micronutriments, c'est-à-dire des molécules qui n'ont pas de valeur énergétique. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à il y a 10-20 ans, la micronutrition était une discipline très peu connue, presque, comment dirais-je, était moquée, dans le sens où on disait, oui, bon, ok, mais si on mange varié, si on mange équilibré, ce qui veut rien dire entre parenthèses, je vous en parlais tout à l'heure, équilibré, c'est du marketing, c'est pas équilibré qu'il faut manger, c'est varié, végétal et amener aussi une partie de l'alimentation crue. Et donc, c'est ce que mon confrère Christian Thalscheller, un des pionniers, des personnes très investies dans les médecines naturelles, depuis plus d'un demi-siècle, parle de la règle des 3 V. Dans le végétal, on va trouver les minéraux, on va trouver les oligo-éléments, on va trouver des vitamines, on va trouver des fibres, on va trouver des enzymes à condition qu'elles ne soient pas dénaturées par la cuisson, c'est-à-dire garder une partie crue, soit sous forme de crudité, soit sous forme de jus cru, soit sous forme de graines germées, ce qui est même encore le nec plus ultra. Là, c'est une bombe enzymatique. On va garder également ces enzymes pour permettre au corps de faire mieux fonctionner toutes ces batteries enzymatiques et donc travailler au niveau des biotransformations. Donc, la base, c'est plutôt de réfléchir à l'envers de ce qu'on fait habituellement, c'est qu'est-ce que je mange ce soir comme légumes, plutôt sous forme de soupe, plutôt sous forme de légumes vapeur, plutôt sous forme de éventuellement gratin, et éventuellement j'accompagne avec quoi?
Si c'est le midi, vous mangez des protéines animales, c'est plutôt le midi qu'on va le faire. Si c'est le soir, on va plutôt accompagner des protéines végétales, type légumineuses, lentilles, pois chiches, soja. Donc, deux règles importantes au niveau de l'alimentation. Mettre du végétal à chaque repas, sous forme de légumes, sous forme de légumineuses, sous forme de céréales, à condition qu'elles ne soient pas raffinées ou hyper raffinées, parce qu'en raffinant, on retire les fibres et les minéraux, et donc du coup, on se retrouve avec une nourriture pauvre qui va être utilisée au niveau énergétique, mais pas pour faire bien fonctionner notre corps. Une règle également importante, c'est d'essayer d'éliminer au maximum tous les aliments ultra transformés. C'est ceux qui sont les plus toxiques, les plus encrassants, et c'est surtout ceux qui sont les plus porteurs de ce qu'on appelle dans le jargon nutritionnel de calories vides. C'est-à-dire qu'il y a de l'énergie, mais le corps ne peut pas l'utiliser. Donc on a besoin de vitamine C, on a besoin de vitamine D, ça c'est pour l'immunité, mais on a besoin également de fer, on a besoin de cuivre, on a besoin de zinc, on a besoin de toutes ces familles-là. On va trouver ça essentiellement dans les végétaux. J'ai oublié une famille très importante dans les végétaux, tous les fruits gras, les fruits à coque, noix, noisettes, amandes, cajou, sésame, bourrés de minéraux. Donc variés dans ces différentes registres. Et si vous êtes amateur de produits aidés, ne vous privez pas également des légumes de la mer qu'on appelle les algues. Donc l'objectif, c'est d'amener tous ces micronutriments. Après, dans l'annonce du webinaire de ce soir, j'avais parlé aussi qu'il y avait la possibilité de concentrer les micronutriments à travers de ce qu'on appelle des super-aliments. Un super-aliment, c'est pas un aliment qui amène beaucoup d'énergie, hein, c'est pas du glucose en perfusion, c'est pas une dose massive de protéines ou d'acides aminés pour faire des gros biscottos, non. Ce sont des aliments qui sont beaucoup plus concentrés que les autres dans ces familles de micronutriments. J'en ai cité un tout à l'heure, à travers les graines germées, à faire soi-même. Vous regardez sur Internet, il y a plein de tutos, c'est hyper facile à faire, ça permet d'avoir du frais, du vivant, c'est bourré d'enzymes, c'est bourré d'acides aminés. Il y a le pollen, à condition qu'il ne soit pas séché, autrement ça détruit une bonne partie de ces antioxydants et également de toutes ces enzymes, donc il faut l'acheter congelé sous azote protégé et le décongeler au fur et à mesure de la consommation. Mais il y en a un autre que je vous réserve pour ce soir, qui est pour moi le plus intéressant dans cette période. J'ai commencé ma cure il y a 2 jours, pour tout vous dire. C'est une microalgue qui nous vient du lac d'Oregon aux États-Unis et qui s'appelle la clamate. Alors la clamate, il ne faut pas la confondre avec la spiruline. La spiruline existe partout. Elle vient du Tchad, elle vient d'Afrique, d'Asie, on en trouve en Inde, etc. Mais la clamate est uniquement cultivée, enfin, elle vient uniquement dans cet environnement naturel qui est le lac d'Oregon. Je vous précise ça parce qu'il y a énormément de clamates falsifiées et jusqu'à peu de temps, je n'utilisais pas la clamate parce que c'est difficile de pouvoir en trouver de la qualitative. Donc, vérifiez bien. Pour une clé, je peux vous donner des marques, je suis pas là pour faire de la publicité, de toute façon, j'ai aucun intérêt dans les fabricants, mais il faut qu'elle soit, vous la regardez, si c'est une gélule, vous l'ouvrez, si c'est en poudre, c'est plus facile. Elles doivent être légèrement pailletées, comme s'il y avait des petites pépites de pierrite dedans, ça fait des reflets métalliques. Ça, c'est un gage d'une clamate qui n'est pas falsifiée, qui est pure. Et un autre indicateur aussi, qui n'est pas forcément suffisant, mais ça coûte à peu près 3 fois le prix de la spiruline. Donc, si vous avez de la clamate pas chère, c'est suspect. Alors, pourquoi je vous parle de la clamate? Parce que la clamate, à l'instar de la spiruline, elle est riche en acides aminés. Donc, les acides aminés, ce sont des briques de construction de nos cellules. Les acides aminés, ce sont également les briques de construction des neurotransmetteurs ou des neuromédiateurs, donc de ce que fabriquent les neurones pour pouvoir fonctionner, communiquer entre eux, et en particulier tous les neurotransmetteurs d'adaptation à l'environnement, tels que l'adrénaline ou noradrénaline, ça c'est vraiment les hormones de réaction au stress immédiat, mais il y a également tous les neuromédiateurs pour s'adapter sur du terme plus loin, comme le cortisol, qui va être sécrété quand il y a un stress durable. C'est ça qui, en réalité, est le plus péjoratif pour notre santé. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse, j'avais prévu d'en parler initialement, mais je vais le faire maintenant, c'est qu'en fait, physiologiquement, nous sommes adaptés pour pouvoir nous adapter à notre environnement à partir du moment où le stress n'est pas continu ou répété trop souvent. Dans le modèle ancestral, j'aime bien repartir toujours de ce modèle ancestral. Mathieu citait tout à l'heure le livre que j'ai écrit de référence et la suite va sortir au printemps sur un livre de référence sur le jeûne et l'après-jeûne. Je ne parle pas que du jeûne, je parle des bénéfices du jeûne pour dépolluer le corps, pour se nettoyer, etc., pour faire mieux fonctionner le cerveau, mieux dépolluer et prévenir toutes les maladies de civilisation. Mais je parle aussi de l'après-jeûne en disant que si on met ce qu'il faut dans l'assiette
on jeûne, pardon, mais qu'on met pas ensuite ce qu'il faut dans l'assiette, on n'a fait que la moitié du chemin. Et justement, je précise que dans le modèle ancestral, les anciens, eh bien, avaient cette possibilité d'adaptation à l'environnement qui leur permettait, s'il y avait un prédateur qui arrivait, un animal sauvage, ils avaient les hormones du stress pour pouvoir courir plus vite, fuir ou combattre, et c'est ce qui leur permet de survivre. Donc, on est armé pour ça. Ce pourquoi on n'est pas armé, c'est ce qui pose vraiment un problème, c'est lorsque le stress est durable, bah justement, c'est un peu la situation qu'on a vécue au printemps dernier et à laquelle on va être confronté peut-être dans des mesures moindres, mais le fait de rajouter une deuxième couche, c'est pas confortable, loin s'en faut, et donc là, on est sur un stress qui s'installe des semaines, des mois, et là, on n'est pas organisé pour ça. Quand je dis organisé, c'est-à-dire biologiquement. Je ne parle pas au niveau de l'organisation logistique, c'est-à-dire notre corps n'est pas prévu pour s'adapter de façon durable. C'est là où on attaque les neurones, on détruit des zones du cerveau lorsqu'il y a un stress durable qui s'installe trop longtemps. Donc là, la clamate a un rôle fondamental, c'est qu'elle est neuroprotectrice, c'est-à-dire qu'elle permet de protéger les neurones, de fabriquer également les neuromédiateurs à l'instar de la spiruline, mais également elle contient un produit magique. Quand je dis magique, au sens métaphorique du terme, c'est-à-dire qu'elle met de la magie dans la vie, parce qu'en fait, elle a une molécule qui s'appelle le PEA, le nom c'est phényléthylamine. Donc la phényléthylamine, c'est ce qu'on appelle l'hormone du coup de foudre. On en trouve un petit peu, en petite dose dans le chocolat. C'est pour ça que, mesdames, voire messieurs, nous pouvons avoir un coup de foudre, ou en tous les cas adorer le chocolat, parce qu'il y a un petit peu de phényléthylamine, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus dans la clamate. Alors vous allez me dire, ça n'a pas le même goût. On est d'accord, mais là on ne cherche pas à forcément satisfaire le palais, garder le chocolat pour le plaisir gustatif, et utiliser comment dirais-je, la clamate, qui elle a un rôle particulier, c'est qu'elle stimule les neurotransmetteurs, elle augmente l'activité mentale, et elle permet également d'être plus alerte. Donc là, c'est le super aliment de la saison. Et de la saison en général, parce qu'il y a l'adaptation en plus à l'environnement, entrer dans l'automne qui est bien présent, entrer dans la rentrée un peu compliquée et entrer dans du semi-confinement, couvre-feu qui va se raccourcir, etc. Donc là, c'est la pleine saison. Alors la bonne question, il y a deux questions à se poser, choisir la qualité et quelle quantité. La quantité, il faut prendre entre 1 à 2 grammes par jour. Si vous êtes beaucoup stressé, vous avez besoin d'un bon soutien, prenez 2 grammes par jour. Si c'est des gélules, en général, elles sont 250 mg, ça en fait 8. Si c'est en poudre, vous suivez les instructions du fabricant. En plus, la clamate a un autre avantage, c'est qu'elle est, je vous disais, neuroprotectrice, parce qu'elle est très riche en antioxydants. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les radicaux libres que fabriquent des cellules sous l'emprise du stress, eh bien, attaquent les cellules et ça détruit les cellules. Donc là, non seulement elle nourrit le cerveau, et en plus, elle le protège. Donc ça, c'est hyper important par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, je vais quand même vous dire deux mots aussi, ce n'est pas forcément le sujet, mais il est possible aussi de pratiquer une forme de jeûne particulière pendant ces périodes un petit peu de stress, si vous êtes habitué. Si vous êtes déjà stressé, vous n'avez jamais pratiqué, c'est peut-être pas le bon moment, mais je parle d'un jeûne assez facile à observer, ça s'appelle le jeûne séquentiel. Le jeûne séquentiel, ça consiste à regrouper ses repas sur 8 heures et laisser 16 heures de repos. On fait ça une journée par semaine pour démarrer. On augmente d'une journée toutes les semaines, pas 2 journées consécutives. L'objectif, c'est de faire au moins ça 3 jours par semaine. Alors ça sert à quoi? Eh bien, c'est que quand on est stressé, qu'on a un stress durable, on fabrique beaucoup de catécholamines, c'est-à-dire les déchets de l'utilisation des hormones du stress. Et ces catécholamines sont encrassants pour l'organisme et ont tendance à le polluer de façon physique. Hein. Enfin, c'est pas que métaphorique, c'est réel. Et donc, le fait de laisser 16 heures, 2-3 fois par semaine, ou plus, si vous êtes habitué, moi je fais ça 7 jours sur 7, hein, ça a un avantage, c'est que ça permet de dépolluer le corps, de nettoyer le cerveau, et on a même des études, j'en parle dans le livre que j'ai écrit, hein, le jeûne, une voie royale pour la santé du corps et de l'esprit, édité chez Dang, vous pouvez regarder ça, vous trouvez sur Internet, mais j'explique que c'est un des outils les plus efficaces pour la neuroprotection et prévenir les risques de maladies neurodégénératives. Alors, on ne parle pas de traitement, on parle de prévention, hein, mais on est tous exposés avec les polluants environnementaux, avec le stress, les courbes de maladies neurodégénératives font que d'exposer, et bien plus que les courbes de contamination à la Covid-19, croyez-moi. Donc, savoir qu'on a la possibilité de se protéger le cerveau et de le nettoyer, voilà des systèmes intéressants.
Autres clés avec lesquelles vous allez pouvoir compléter, qui sont des clés basiques, mais l'hygiène de vie, c'est aussi des gestes simples, c'est aussi des gestes euh, fonctionnels qu'on peut mettre dans son quotidien. Et si vous avez un petit peu plus de temps, bah, profitez-en pour pratiquer. C'est la respiration anti-stress. Alors, il existe plein d'outils. Certains de mes collègues qui, sur les ondes, vous parlent de cohérence cardiaque. On trouve des techniques de méditation de pleine conscience, etc. Tout ça, c'est bien. Je pratique même la méditation, la cohérence. Mais il y a quelque chose que j'adore, c'est ce qu'il y a de plus basique, c'est la respiration carrée et la respiration rectangulaire, pardon. Pourquoi? Parce que la respiration, c'est l'outil le plus accessible, le plus facile. Il n'y a pas besoin de formation, il n'y a même pas besoin de suivre de tuto. Dans 3 minutes, comme je vous l'ai expliqué, derrière votre écran, votre smartphone ou votre tablette, vous pourrez, à l'issue de ce webinaire, ou même pendant le webinaire, c'est pas incompatible, pratiquer. Alors on l'appelle rectangulaire parce que c'est par rapport au temps. Donc on a un temps d'inspire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. On a une rétention à plein 2 temps. 1, 2. Une expire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Rétention de temps. 1, 2. On fait ça sur 3-4 minutes. Et je vous invite vraiment à le faire et vous allez voir ce qui se passe. Régulièrement, on fait ça pendant nos cures de jeûne corps-esprit où les gens viennent se ressourcer, se revitaliser. On leur fait faire tous les jours un petit peu de technique respiratoire. Et en plus, avec les problèmes de port de masque qui sont vraiment très problématiques au niveau de la santé, j'en dirai peut-être 2 mots si vous souhaitez tout à l'heure, il y a peut-être des questions. Aujourd'hui, on a des contestations sur l'efficacité du masque. Bon, je ne rentre pas dans ce débat-là, chacun se forge son idée, mais ce dont on est sûr, il y a un consensus, c'est qu'en portant le masque 8 heures par jour, si vous êtes obligé de le porter dans votre travail, vous êtes dans la restauration, vous êtes en contact avec le public, vous travaillez dans des comment dirais-je, sociétés en open space, pardon, vous êtes dans le milieu médical, vous n'avez pas le choix. Et 8 heures de masque, on regarde, on prend un oxymètre, c'est un petit appareil qu'on met sur le doigt et qui permet de voir la saturation d'oxygène au niveau des globules rouges, au niveau du sang. On est normalement en santé, on est entre 98 et 100. L'idéal, c'est d'avoir une saturation totale, c'est-à-dire que tout l'oxygène arrive et toutes les cellules sont oxygénées. C'est un comburant fondamental, l'oxygène, c'est ce qui permet de brûler le glucose et qui est utilisé dans toute notre biologie. On arrive en fin de journée à partir de 8 heures à descendre en dessous de 90 et on parle d'hypoxie. L'hypoxie, ça veut dire qu'on n'a plus assez d'oxygène et ça, c'est un véritable problème au niveau du cerveau parce que le cerveau, il a 2 carburants fondamentaux, le glucose et l'oxygène qui lui permet de brûler le glucose. Donc un cerveau qui est mal oxygéné, un cerveau qui fonctionne moins bien et donc qui augmente le niveau de stress. Donc je respire, je vais le faire, je ne vais pas le faire parce que le micro c'est pas très agréable, mais simplement je vais faire juste une respiration et on fait ça. On parle de la rectangulaire. Après, on parle de la carrée. Donc, et je recommence, etc. Ça, c'est la respiration rectangulaire. Si vous êtes facile, vous pouvez passer directement à la respiration carrée. Carré, c'est pas compliqué, c'est 4, 4, 4, 4. 4 temps d'inspire, 4 temps de rétention, 4 temps d'expire, 4 temps de rétention. Le fait de faire ça, c'est le seul moyen que nous avons physiologiquement de pouvoir interférer au niveau du système nerveux central, c'est-à-dire le système nerveux, excusez-moi, autonome, c'est-à-dire celui qui pilote l'adaptation à l'environnement avec 2 branches, un qui est là pour accélérer quand il faut mettre un coup de gomme quand il y a du stress, celui qui dit allez au ralenti quand on est plus sous l'emprise du stress et qu'on a besoin de se détendre, c'est le parasympathique. C'est le seul moyen qu'on a. En faisant ça, on active ortho, para, et du coup, c'est comme si on joue un petit peu sur la balancelle et on rééquilibre. Faites ça 3-4 minutes, 3 fois par jour, ou dès que vous sentez que vous êtes un petit peu en surchauffe, d'abord vous allez mieux vous oxygéner. On aspire par le nez, on souffle par la bouche, je ne vais pas préciser. Etc. La carrée, donc 4, 4, 4, ça va un petit peu plus loin, c'est un peu plus rééquilibrant, vous ferez ça quand vous serez habitué. Et pour les super spécialistes des respirations, on peut faire du 6-6, on peut faire différents temps, mais l'idée c'est ou rectangulaire ou carré. Mais honnêtement, 4-4-4, moi c'est ce que je pratique. C'est pas la peine de faire de l'héroïsme,
C'est pas la peine de faire des temps trop longs. Le but, c'est pas de s'essouffler, c'est vraiment, on cherche pas la performance, on n'est pas en travail d'apnée, on est vraiment en travail de régulation. Voilà, je chape 2 secondes parce que j'ai baissé le chauffage, j'ai un peu trop chaud. Donc ça, c'était un point important qui permet de jouer au niveau de la régulation du système nerveux autonome. Troisième clé, tout ça sont des clés de l'hygiène de vie issues de la naturopathie. En naturopathie, c'est une grande synthèse des outils naturels qu'on va utiliser. Bon, l'alimentation est un pilier important, mais l'activité physique, qui est un point important. J'avais pas prévu d'en parler ce soir, mais je vais quand même en dire 2 mots. L'activité physique, je vais même en dire 2 mots maintenant, parce que c'est une technique majeure qu'on enseigne en naturopathie. L'activité physique va permettre également de rééquilibrer le système nerveux. Donc, idéalement, on devrait tous marcher 30 minutes tous les jours. Quand je dis marcher, c'est pas faire du shopping, c'est pas sortir d'une station de métro, aller à pied à l'autre, c'est bien. Si vous ne faites rien, il vaut mieux faire ça que de rien faire. Idéalement, dans des conditions idéales, si c'est possible, à l'impossible nul n'est tenu, ce serait de prendre 30 minutes en contact dans un parc, en contact avec les végétaux, parce qu'on a à la fois l'activité cardio-respiratoire, on a en même temps que cette activité cardio-respiratoire, on a également toutes les humeurs, c'est-à-dire tout ce qui est liquide et qui circule dans notre corps. Et je vous rappelle que c'est plus de 60% qui circule dans notre corps. La lymphe, cette glande oubliée qui draine tous les déchets. Et il y a un impact direct entre, je vous l'ai dit tout à l'heure, le stress et l'accumulation des déchets. Eh bien, le fait de bouger, la lymphe est obligée de circuler uniquement à travers des compressions. Et donc, c'est l'activité physique qui permet de la faire bouger. On a une circulation de la lymphe qui est 10 fois supérieure quand on marche. Une marche rapide, il n'y a même pas besoin d'aller courir ou de faire de l'haltérophilie. Si vous en faites, c'est parfait. Mais une simple marche, un rythme soutenu, suffit pour augmenter la filtration de la lymphe, du sang, des liquides intra- et extracellulaires. Ça draine. Et l'activité physique dans un milieu naturel, lorsque c'est possible, même sur les quais de Seine pour les Parisiens qui nous écoutent, ou dans les forêts pour les plus chanceux, eh bien, ça régénère également l'esprit. Donc là, dans ces conditions-là, je pense que c'est faites de votre mieux, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, on a un autre souci, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, on a une double adaptation à créer, c'est qu'on doit s'adapter à notre environnement, changement de saison, et on sait en médecine chinoise que cette saison est un peu délicate, correspond à des organes qui se remettent en route, etc. Mais en même temps, on a un autre paramètre, et là, avec le décalage horaire, enfin le changement d'horaire, qui est prolongé jusqu'à 2022 à cause du Covid, j'ai pas compris le lien, mais en tous les cas, si vous n'étiez pas au courant, je vous informe de ça. Eh bien, on a des jours plus courts, en tous les cas, le soleil se couche plus tôt le soir, et donc, si vous travaillez un petit peu tard, vous êtes privé de lumière plus que dans l'autre horaire. Ça veut dire que le fait d'avoir moins de lumière, on est connecté aussi à une glande qui s'appelle la glande pinéale, qui est au niveau du troisième œil, au-dessus à peu près à cet endroit-là. Et elle, c'est celle qui fabrique l'hormone du sommeil, entre autres, et la mélatonine. Et donc, cette glande-là, moins la lumière, moins bien fonctionne, et elle est rythmée par la lumière. Donc, on a une solution, c'est dans ce cas-là de faire de la lumière artificielle. On appelle ça la luminothérapie. Il existe des lampes blanches qui permettent d'envoyer l'équivalent de 10 000 lux, c'est le minimum pour que ça fonctionne. Alors juste pour vous donner une indication, le soleil il a 100 000, donc vous voyez, une lampe classique on a 3 000. Donc il faut vraiment des appareils spécifiques en luminothérapie. Et là il suffit d'être suffisamment près de la lampe, mais il faut rester exposé 30, idéalement 60 minutes plus exactement, mais vous pouvez très bien lire. À ce moment-là, vous pouvez avoir un ordinateur et avoir cette lumière. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a plein de travaux scientifiques qui ont montré que ça permettait de lutter contre le SAD, c'est-à-dire le syndrome, en anglais, je vous passe avec mon mauvais accent, c'est le syndrome de la dépression saisonnière. Et donc, dans ces périodes de surmenage, ça peut être une clé intéressante que d'utiliser la luminothérapie pour lutter contre la baisse de morale au niveau comment dirais-je, de l'automne. L'idéal dans la luminothérapie, et ça il faut vérifier, c'est que dans le spectre, il y a un spectre total, c'est-à-dire ce qu'on appelle la lumière complète, ou full light, mais qu'en même temps il y a un petit peu d'ultraviolet. Il ne faut pas trop, on sait que les ultraviolets en excès amènent des radicaux libres, ils peuvent même léser les yeux, la rétine. Ça c'est quand on regarde le soleil aux heures où le soleil est à son point culminant, mais comment dirais-je,
l'appareil de luminothérapie doit avoir un petit peu d'UV parce que ça constitue vraiment le spectre solaire et du coup, ça fait réagir, entre autres, la glande pinéale. Alors, je regardais parce que j'ai mes notes à côté. Oui, je regardais l'intensité lumineuse. Donc, à 30 centimètres et au moins 10 000 lux. Donc, je vous confirme, c'est ça. Et que le soleil, lui, est entre 80 et 90 000 lux. Donc, pas de problème. Je vais garder le meilleur pour la fin. Alors, le meilleur parce que c'est la cerise sur le gâteau, mais je ne commence pas comme ça dans un programme d'hygiène vitale, dans un plan d'hygiène vitale. Hein, ce qu'on propose à l'issue d'un bilan de santé en naturopathie, c'est ce qu'on appelle un programme ou un plan d'hygiène vitale. On va commencer par les bases. Donc là, je déconstruis un peu mon exposé comme si je faisais une restitution à un bilan, sauf que là, c'est pas adapté à la personne, c'est adapté aux 4000 et quelques personnes qui nous suivent ou en direct ou en différé, c'est-à-dire les conseils généraux. Bien sûr, après, on peut faire du sur-mesure. C'est la différence quand on fait une consultation. On ajuste par rapport à la personne pour travailler en amont et être le plus proche possible de ses besoins en termes de carence ou de drainage ou de compléments dont on a besoin. Mais là, vous ne prendrez pas de risque si vous utilisez les plantes dont je vais vous parler ce soir, parce que ce sont des plantes génériques. J'ai sélectionné les plus importantes dans la famille des plantes adaptogènes. Alors, ce qu'on appelle une plante adaptogène, c'est une définition qui est assez récente. Ce sont des plantes qui se caractérisent par leur capacité à augmenter la résistance à un large spectre de facteurs de stress. C'est-à-dire, ça peut être des facteurs physiques, la fatigue, par exemple. Hein, je suis un peu surmené, donc du coup, j'ai des courbatures, je me sens un peu, j'ai mal au dos, etc. Ça peut être des stress chimiques. Donc vous pouvez être confronté à des pollutions, mais ça peut être également des stress biologiques, c'est-à-dire les catécholamides dont je vous parlais tout à l'heure, où vous vous retrouvez avec beaucoup de déchets au niveau de l'organisme. Et donc ces plantes-là, elles ont été découvertes depuis le milieu du XXe siècle, donc je vous disais c'est assez récent par rapport à l'histoire de la pharmacopée, et elles ont ce point commun d'agir à la fois sur le corps et à la fois sur l'esprit, ce que j'adore, parce que ma médecine préférée, c'est la médecine préventive du corps et de l'esprit. Alors, elle régule les voies métaboliques au niveau des sollicitations environnementales. Elle limite également les effets potentiellement néfastes engendrés par le stress. Et donc là, c'est important parce que le stress, on en a. Du stress durable, on en a depuis quelques mois. Et je crains, je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure, que c'est pas terminé pour demain. Je le souhaite de tout cœur, mais j'en suis pas tellement convaincu. En tous les cas, les indicateurs vont pas trop de ce sens-là. Donc, comme je le disais en introduction, l'idéal, c'est nous de nous adapter, d'avoir les meilleurs outils pour nous adapter par rapport à cette situation. Alors, je vous ai sélectionné 3 plantes qui, pour moi, sont les plus intéressantes, c'est-à-dire qui ont une action systémique pour ceux qui aiment un petit peu la science, au niveau du neuropeptide lambda. C'est une neurohormone du stress qui agit. Et donc, quand je parle de ça, c'est pas pour faire scientifique ni savant, c'est juste pour vous dire que derrière la littérature en phytothérapie, on a de la recherche scientifique et on a également comme des remèdes de synthèse, on a également les éléments qui nous montrent à quel niveau agissent ces plantes. Et donc, comme on fait avec un antidépresseur, un anxiolytique ou un antipsychotique, etc., enfin tout ce qu'on appelle la famille des neuroleptiques, eh bien, à l'instar de ces familles de médicaments chimiques, on sait que on va avoir des actions ciblées par l'organisme au niveau des stress, meilleure adaptation aux températures, donc s'il fait froid tant mieux, meilleure adaptation, ça a été testé au niveau des métaux lourds, et donc c'est un des polluants qu'on n'arrive pas à éliminer naturellement, hein. Il faut qu'on amène des compléments pour les éliminer, donc ça montre que ces plantes permettent de mieux s'adapter au stress chimique. Également, ça a été montré aux infections. Donc, par rapport à ce fameux coronavirus, c'est double action. C'est-à-dire que plante qui permet de mieux s'adapter à l'environnement et en même temps, on est plus armé au niveau immunitaire pour lutter contre différentes infections. Ça peut être la grippe ou tout autre comment dirais-je, bactérie, virus ou coronavirus. Et donc, ça aide l'organisme également à mieux se défendre des radicaux libres. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure avec la clamate, tout à l'heure. Eh bien, ces fameux plantes adaptogènes ont également cette adaptation. Donc, la plante que je prescris le plus souvent, ou je conseille le plus souvent, normalement, c'est le médecin qui prescrit, le naturopathe conseille. On dit même que le médecin ordonne.
hein. J'aime bien jouer un petit peu sur les mots, mais ordonne, c'est-à-dire je donne l'ordre. Donc, nous, on donne pas d'ordre, on conseille, on recommande, et non pas de façon symptomatique, mais de façon globale, c'est-à-dire pour renforcer le terrain. On est vraiment dans une approche en amont. On n'est pas en train d'agir sur les symptômes. C'est la médecine symptomatique qui est utilisée pour ça, qui est précieuse pour ça. Hein, dans l'urgence, la médecine de l'urgence, c'est vraiment une dépression importante. Eh bien, il y a des molécules qui sont adaptées pour, c'est les pompiers de ces niveaux-là. Alors, au niveau de la première que je conseille le plus souvent, c'est la rhodiole. La rhodiola, c'est une plante qui est extraordinaire. Elle est à la fois anxiolytique, c'est-à-dire que lorsqu'on est un petit peu en surtension, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on augmente nos niveaux de vigilance. Alors, au départ, c'est pas pathogène. C'est-à-dire que l'exemple que je prends pour faire une métaphore, l'antilope ou la girafe, ou enfin les animaux prédatés dans un monde sauvage, dans la savane, leur anxiété naturelle leur permet d'anticiper, d'augmenter leur perception au niveau des cinq sens, au niveau de l'odorat en premier, de l'ouïe, de la vue, et donc elles anticipent un éventuel prédateur, et c'est ce qui leur permet de pouvoir prendre de l'avance, et éventuellement, c'est ce qui leur donne le plus de chances de sauver leur peau. Donc à ce niveau-là, l'anxiété est physiologique, elle est utile pour la survie. Mais lorsque c'est un stress psychologique, tel que celui qu'on vit et qu'on va continuer à vivre, le problème c'est que le cerveau il traite l'information de la même façon entre un stress réel et un stress psychologique. Et donc il réagit de la même façon. Donc l'anxiété, comme on ne peut pas lutter ou fuir, alors on n'a pas trop le choix. Hein. Si on nous dit ben, on confine, ou si on nous dit on ne peut plus sortir, on se coupe des liens sociaux, etc., c'est un vrai stress et on est impuissant par rapport à ça. Donc là, c'est intéressant à ce niveau-là d'avoir une plante adaptogène qui va nous permettre de mieux supporter la situation et surtout de moins impacter par les radicaux libres qui vont être générés par ce stress durable. Donc c'est ma préférée et en plus elle est anxiolytique, donc du coup elle va faire baisser mon niveau d'hypervigilance, donc je vais être un peu plus zen. Elle a également des vertus antidépressives. Alors, c'est pas un antidépresseur comme les IMAO ou comme les IRS, c'est-à-dire inhibiteurs de recapture à sérotonine, mais elle agit différemment dans le sens où elle redonne du goût de vivre et elle permet de mieux mobiliser nos ressources et donc ne pas se sentir anéanti, ne pas se sentir en surcharge par le poids d'une situation dans laquelle on se sent impuissant. Parce qu'en vérité, ce qu'il y a de pire, c'est de plus pénalisant, c'est de sentir qu'on n'a pas de solution. On ne peut rien faire et c'est le stress le plus toxique. Parce que du coup, il vaut mieux, on est prévu pour lutter ou fuir, mais on n'est pas programmé pour subir et ne rien faire en tant que spectateur. C'est pour ça que je vous invite vraiment, vous qui m'écoutez ce soir ou qui verront ça en différé plus tard, à chaque situation, essayer de regarder ce que vous pouvez faire en tant qu'actrice ou acteur. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation? Là, du coup, je peux pas sortir. Bah oui, mais j'ai peut-être un peu plus de temps pour lire. Je peux pas sortir, mais je peux peut-être aller faire un petit peu de technique de respiration. Je peux faire, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, la rhodiole, elle est adaptée à tout le monde. Il n'y a aucune contre-indication parce qu'il y a certaines plantes qui peuvent pas être prises en même temps que des médicaments type antidépresseurs. C'est pas un secret de dire que le millepertuis a des vertus antidépressives grâce à l'hypéricine, mais qu'il rentre en compétition avec les antidépresseurs, et donc là, il ne faut pas faire des mélanges, il ne faut pas faire de l'autoprescription. La rhodiole, vous ne prenez pas de risque, donc là, il faut prendre des rhodioles bien titrées, et pas faire de publicité sur des laboratoires, mais en général, suivez des laboratoires qualitatifs, et vous verrez les dosages, en général, c'est 1 à 2 gélules sur des rhodioles bien titrées. Il existe même des laboratoires qui les font en extrait standardisé ou en extrait fluide, ce qui peut être une belle alternative. On a le Schisandra. Alors le Schisandra, c'est une plante qui est beaucoup moins connue. Elle est juste une petite contre-indication. Elle est déconseillée pour les personnes qui sont sous anticoagulants. Donc si vous prenez des anticoagulants, soyez prudents par rapport à ça. Vous demandez avis à votre médecin, c'est important hein, de respecter la déontologie pour ne pas vous exposer. Mais la Schisandra est beaucoup moins connue. C'est une petite baie et qui a des caractéristiques pourtant remarquables parce qu'elle agit à 2 niveaux. Elle agit à la fois sur le syndrome métabolique, c'est-à-dire l'état prédiabétique, quand on a le cholestérol qui monte, quand on a la tension artérielle qui monte, et quand on a glycémie à jeun, c'est-à-dire le taux de sucre à jeun qui monte. Donc on appelle ça le syndrome métabolique. Souvent, pas toujours, ça se traduit par le syndrome de la bedaine, c'est-à-dire qu'on commence à faire du gras autour de la taille ou au niveau viscéral, au niveau de l'estomac. Donc ça, c'est pas très bon. Mais cette plante,
elle agit à ce niveau-là, mais c'est en même temps une plante adaptogène qui permet de mieux s'adapter à son environnement. Et en plus, on dit qu'elle a des vertus anti-âge, en anglais anti-age, c'est-à-dire qui permet de ralentir les filets du vieillissement, parce que, à l'instar de la rhodiole, elle a une activité antiradicalaire ou antioxydant. Donc, si c'est une plante générique pour tout le monde, restez sur la rhodiole. Si c'est plus, vous avez en plus un problème parce que quand vous êtes stressé, vous boulottez, et plus particulièrement du sucre que du salé, eh bien, dans ce cas-là, la Schisandra, elle va protéger votre pancréas, elle va peut-être éviter d'aller vers un état prédiabétique, et en même temps, elle a des capacités également adaptogènes. Et la dernière, alors il y en a plein d'autres, hein, mais là, dans un webinaire de cette durée-là, je vais à l'essentiel. Après, on en parlera tout à l'heure avec Mathieu, mais on a des cours en ligne, etc., qui permettent vraiment d'aller beaucoup plus loin si tel est votre souhait. La troisième, elle est connue par les Russes. C'est ce qui on raconte l'histoire, c'est ce qui leur a permis de gagner les Jeux Olympiques dans les années 70. C'est le Leutérocoque, connu également justement sous le nom métaphorique de ginseng sibérien ou ginseng russe, l'équivalent en fait. Hein. Le ginseng est une plante asiatique. En fait, elle a les mêmes vertus. C'est une plante adaptogène qui va permettre de mieux s'adapter à son environnement, mais qui va protéger les glandes surrénales, c'est-à-dire les glandes que vous avez au-dessus des reins, qui fabriquent justement les neuromédiateurs, adrénaline, noradrénaline, cortisone, etc. Et donc, elle va permettre de soutenir et d'éviter l'effondrement. Donc, c'est aussi la plante à utiliser en burn-in, c'est-à-dire pas en burn-out, là c'est déjà trop tard, mais pour prévenir le burn-out, c'est-à-dire vous êtes déjà burn-in, c'est-à-dire vous êtes en train de brûler vos cartouches de neuromédiateurs pour vous adapter à un stress durable. Eh bien, le Leutérocoque est également une plante très intéressante à ce niveau-là. Elle va booster les systèmes énergétiques. C'est pas une plante de dopage pour faire plus, c'est une plante pour reprendre des ressources, mais il y a quelque chose qui ne remplacera jamais ce qu'on appelle en naturopathie l'hygiène des rythmes, c'est-à-dire penser, alterner, travail-repos, activité-repos, activité, silence intérieur, c'est-à-dire mettre le mental au repos également. Donc voilà, avec ça, vous êtes parés. Vous avez trois grandes plantes, je les redis rapidement, rhodiole, schisandra et Leutérocoque. Alors il y en a quelques-unes que je peux simplement citer parce qu'elles sont intéressantes. C'est une plante d'origine indienne qui est pas facile à prononcer, c'est ashwagandha. L'ashwagandha, c'est une plante qui est extraordinairement intéressante, adaptogène, mais également quand on commence à être, moi j'utilise pour des personnes qui sont déjà en début d'état de dépression, où on sent qu'on n'est pas loin, il y a l'anxiété, mais c'est plus l'anxiété anxiolytique comme on va utiliser avec la rhodiole, c'est on commence à basculer, on se sent débordé, on n'a plus goût, on n'a plus envie, on est en état pré-dépressif. Donc l'ashwagandha, est vraiment intéressante. Et la deuxième, c'est la raponcytum, également très intéressante dans les mêmes registres. Voilà. Donc avec ça, vous voilà bien armé. La Schisandra, elle cible vraiment, je regardais si j'avais rien oublié, le système nerveux central, et elle permet de lutter, je l'ai dit rapidement, mais je reviens dessus, contre le déclin cognitif. Donc c'est une plante qu'on peut utiliser aussi pour le surmenage ou des états pré-Alzheimer, qui seraient très intéressantes par rapport à ça, en plus d'être sédative et hypnotique. Voilà, donc je reviens sur le Leutérocoque. Elle a été redécouverte par les Russes, mais elle était également très connue dans l'Antiquité. On l'utilisait énormément depuis l'Antiquité. On disait que c'était la plante de la longévité. Alors, j'ai gardé, parce que comme le disait tout à l'heure, Mathieu, je suis également aromathérapeute, c'est-à-dire que j'utilise les huiles essentielles pour corriger le terrain, pour permettre de mieux s'adapter à son environnement. Eh bien, je vous ai réservé quelques plantes intéressantes à ce niveau-là. Et dans le replay, je vous ferai passer à l'équipe de Bibouda la petite formule. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez la noter, mais je la ferai passer comme ça, vous la retrouverez. On va utiliser les formules, les huiles essentielles qui permettent de s'adapter à ce qu'on appelle le stress durable. La première, c'est l'épinette noire. Je vous donne les noms en français. L'épinette noire, elle est intéressante, Picea mariana, parce que justement, elle cible également les glandes cortico-surrénales et donc elle va éviter d'épuiser son cortisol. Elle est cortisol-like, c'est-à-dire qu'elle agit comme le cortisol. Alors on me dit oui, mais dans ce cas-là, qu'on est déjà épuisé, le burn-out, il y a un taux de cortisol qui est trop élevé.
j'ai eu ce genre de commentaires sur une conférence que je faisais. C'est exact, mais c'est un pharmacien qui pose la question, qui avait tout à fait raison, mais il raisonnait en tant que chimiste. Là, on ne fait pas monter le taux de cortisol, on protège le cortisol des glandes surrénales. Donc, dit autrement, les lunettes noires évitent de vider ces dernières cartouches quand le stress dure longtemps. Donc, je vous les donne dans l'ordre et puis après, je vous proposerai ma petite formule. La deuxième que je vous propose, c'est le pin sylvestre. Il faut savoir que ces plantes, et c'est intéressant de le noter, sont des plantes ancestrales, c'est-à-dire que ce sont les premiers arbres qui ont conquis la terre. Donc, dans les premiers végétaux, il y a les fougères au début, et après on a ces familles de Pinus, épicéa, les pins, les sapins, etc. Ils sont des plantes qui sont capables de vivre dans des températures à -50 jusqu'à des températures positives, et donc elles ont des fortes capacités d'adaptation à leur environnement. Et c'est comme si en fait elles nous léguaient ces capacités à nous, en tant qu'humains, lorsqu'on utilise la quintessence, c'est-à-dire l'huile essentielle, les molécules les plus concentrées au niveau du végétal, eh bien on récupère ces facultés qu'elles ont sécrétées, qu'elles ont fabriquées pour elles, et nous les partagent. Ça nous donne une responsabilité. Lorsqu'on utilise l'aromathérapie ou la phytothérapie, on est redevable aussi au niveau des végétaux, redevable dans le sens où on doit prendre soin aussi de la nature, car la nature nous aide, mais charge à nous aussi d'être respectueux et d'être aidants par rapport à ça. C'est la petite minute de philosophie. Donc pin sylvestre, idem, donc même caractéristique, ça complète. On a un spectre un petit peu différent, mais on est ce qu'on appelle sur une touche de synergie. Et la dernière que je vais utiliser, c'est une huile essentielle qui est peu connue dans ce registre-là, très connue dans la sphère anti-infectieuse, c'est le thym chémotype linanol. Le thym linanol, c'est le thym qu'on utilise en pédiatrie pour tous les problèmes ORL, rhino, sinusite, pharyngite, etc., même début de bronchite, anti-infectieuse, expectorante, etc. Mais le linanol est un alcool, ça se termine en ol, c'est un alcool, qui est neurotonique. Donc on va faire quoi? On va mettre 3 gouttes de chaque, 3 gouttes d'épinette noire, 3 gouttes de pin sylvestre, 2 gouttes de thym à linanol, ce qui nous fait 8 gouttes. On va rajouter un petit peu d'huile végétale pour ne pas l'utiliser pure pour les peaux sensibles. On pourrait, mais comme c'est une formule pour tout le monde, je préfère mettre un petit peu. On va rajouter 6 gouttes de noyau d'abricot, ce qui nous fait un mélange de 6, 12, 14. Et après la douche du matin, vous allez l'appliquer, ce sont des gouttes, mais vous pouvez faire de façon proportionnelle. Si vous voulez faire des millilitres, c'est pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que du mélange, vous allez appliquer l'équivalent de ça, c'est-à-dire une dizaine de gouttes du mélange dilué sur les glandes surrénales, donc sur le haut des reins, après la douche. C'est important de le faire le matin. Voilà, je pense avoir fait un tour assez exhaustif avec les différentes plantes, les différentes huiles essentielles. Donc, on va garder un petit peu de temps pour vos éventuelles questions. Mais peut-être que Mathieu, tu voulais intervenir avant les questions. Du coup, oui, je voulais intervenir. Merci en tout cas pour ces 50 minutes passées avec toi sur comment s'adapter au mieux à notre environnement. Je trouve que c'était vraiment un renseignement très intéressant. Du coup, oui, juste avant de parler de passer aux questions-réponses, je vois qu'il y en avait déjà pas mal sur le côté. On prend en temps d'y répondre, enfin, du moins, Alain prend en d'y répondre un maximum, mais il y en a quand même énormément. Mais je voulais, voilà, en tout cas, parler des choses pour tous ceux qui ont été intéressés par cette thématique. Je sais que tu as réalisé, du coup, une formation avec Bibouda. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus ce soir, en l'occurrence? Tout à fait. Donc, c'est une formation qu'on a enregistrée il y a quelques temps. Enfin, c'est pas très récent, mais c'est pas vieux non plus, hein, et qui est toujours complètement d'actualité. C'est vraiment un module qui manque, à mon avis, dans le paysage, j'allais dire public, qui devrait être offert pour tout citoyen, toute citoyenne, peut-être même déjà dès l'école, et pourtant ça n'existe pas. C'est un module qu'on pourrait appeler d'éducation à la santé. Éducation à la santé, en fait, on parle de maladie, on a même une assurance maladie, comme si on nous assurait d'être malade, on a une sécurité sociale, mais on n'a pas de cours qui nous disent qu'est-ce que je peux faire pour ne pas être malade, qu'est-ce que je peux faire pour choisir une alimentation, non pas par rapport à un régime, comme on l'a dit tout à l'heure, mais pour pouvoir alimenter ma santé. C'est pas de rentrer dans une mode d'un nutritionniste ou d'un diététicien. Mon objectif, c'est vraiment, moi, je suis physiologiste, c'est-à-dire que mon métier et ma passion, c'est de comprendre comment fonctionne le corps. Et une fois que j'ai compris, ça évolue, il y a tout le temps des nouvelles découvertes, c'est une science vivante, hein, eh bien, c'est quel est le meilleur environnement que je peux offrir à mon corps pour qu'il fonctionne le mieux. Bah donc, cette éducation à la santé, elle commence par
justement les règles. On en a dit brièvement tout à l'heure, mais bien sûr, en 8 heures, on a beaucoup plus de temps, puis c'est module par module. Ce sont des cours qui sont intéressants parce que vous pouvez les voir en famille, vous pouvez les repasser, les regarder une fois, deux fois, trois fois. Et en 8 heures, en réalité, il y a énormément de matière et c'est dense. Donc ça veut dire que derrière, ça vaut le coup enfin les témoignages qu'on a, puisqu'il y en a plusieurs milliers de personnes qui ont acheté cette formation, hein, donc elle a un vif succès. Les retours qu'on a, c'est super de pouvoir regarder ça en replay. Moi j'aime bien les cours vivants, j'aime bien les interventions comme on fait ce soir en direct, mais c'est vrai que suivre des séminaires en e-learning, et ça c'est un avantage qu'on peut se leur passer. Et tu en diras peut-être deux mots tout à l'heure, Mathieu, mais on a également des supports de cours, et régulièrement, pour les abonnés qui coincent, qui ont, non pas pour répondre à des questions personnelles sur un cas familial ou perso, parce que ça se traite dans un cabinet ou en téléconsultation, puisqu'il y a des problèmes de secret médical, etc. Donc, c'est pareil pour les questions tout à l'heure, je ne vais pas répondre à des questions personnelles, mais pour des thèmes génériques qui concernent beaucoup. Si je ne mange pas de viande, est-ce que je ne vais pas manquer de vitamine B12? Si je ne mange pas de produits laitiers, est-ce que je ne vais pas manquer de calcium, etc. Donc, il y a plein de questions récurrentes. Donc, cette formation va répondre à toutes ces questions. Qu'est-ce que je mets dans l'assiette? Pourquoi? Comment j'organise mon menu? Quelle est la philosophie? Mon objectif, c'est pas d'être dogmatique, c'est pas d'être dans un système d'imposition, c'est d'être pédagogue, c'est-à-dire d'expliquer les choses pour que vous puissiez vous réapproprier votre propre santé et comprendre qu'on peut même faire un écart de temps en temps, c'est pas grave. Le lendemain, on se met au vert pendant 24 heures et ce qu'on a un petit peu surchargé, le corps élimine. Donc, je parle de tous ces sujets-là. Mais comme c'est dans une approche holistique, on va parler de l'activité physique, on va parler de l'eau, on va parler de l'importance de la respiration, on va parler de l'hygiène mentale également, de l'importance des pensées, donc sans empiéter forcément sur mes collègues psychologues ou psychothérapeutes, mais vraiment les fondamentaux. Donc c'est un programme qui permet de mieux comprendre comment fonctionne le corps, la tête, et aussi dans une approche holistique, d'avoir toutes les clés. Donc c'est dans ce sens-là où je pense que c'est vraiment un programme basique à avoir. C'est vraiment très bien résumé. Et en tout cas, voilà, il va savoir que donc cette formation inclut donc 16 vidéos, à peu près 7h30 de contenu, comprenant de la théorie et des exercices pratiques. Et il y a également un livret qui vous accompagnera au-delà de la formation. Et du coup, pour toutes les personnes qui sont présentes sur ce webinaire, Biboula aimerait contribuer en faisant du coup une promotion qui amène du coup la formation de Alain Huot à 79 € au lieu de 158, et ce jusqu'à dimanche fin de semaine. Normalement, ça devrait apparaître sur le côté pour tous ceux qui ont été intéressés de cette thématique. Donc c'est Noël, avant Noël, Mathieu. Hein. Bien sûr. Oui, bah oui, complètement. Hein. Surtout le monde, il faut. Du coup, là, on va passer aux questions-réponses pour une 10-15 bonnes minutes. J'en ai noté du coup sur la route. Donc du coup, sachant que ça repart un petit peu du début, hein, il y avait déjà des personnes intéressées, même pas la Clamat en l'occurrence, beaucoup de personnes, on a eu beaucoup de retours sur cet super aliment. Il y en a qui voulaient savoir, du coup, j'avais plusieurs questions. On avait Marianne pour commencer qui disait, y a-t-il une marque recommandée pour la Clamat? Tout ça. Le problème, c'est que si je donne une marque, je vais t'embêter vis-à-vis des autres marques, donc c'est un peu délicat. Oui, Je peux répondre éventuellement en privé, mais pas. Voilà, après, c'est délicat. Je peux pas faire de publicité. Voilà, quand un client me demande, je dis voilà, moi, celle que j'achète, mais voilà, faites-le en privé si vous voulez, mais je vais pas donner d'informations au niveau des marques. Je vous ai donné les critères de choix, le prix, 2-3 fois le prix d'une spiruline, donc ça vous donne déjà une indication. Et également, regardez le côté, ça c'est quelque chose qui est fiable. En plus, je vous mets à l'aise, hein, j'ai pas d'action chez aucun fabricant ni laboratoire. Donc, l'idée c'est plutôt de vous donner des clés pour que vous trouviez la bonne, parce que peut-être qu'à côté de chez vous, dans une boutique bio ou une parapharmacie, voire une pharmacie, mais c'est plutôt en boutique bio qu'on en trouve en général, vous allez peut-être trouver quelque chose de qualitatif. Vous devez avoir un effet pailleté comme des petites paillettes métalliques dedans. C'est ce qui donne l'authentification. En tous les cas, là où je l'achète, c'est le fabricant, donc c'est un confrère qui a, comment dirais-je, qui a sourcé le produit. C'est lui qui m'a vraiment fait voir. Et depuis, j'utilise. J'avais arrêté d'utiliser parce que j'étais embêté. Il y a plein de clamates qui étaient frelatées. Alors, j'avais pas les moyens. Moi, je fais pas de la chimie. J'avais pas les moyens d'analyser. Mais je voyais bien que ça marchait pas terrible. Et celle-là, je l'ai testée. Elle marche super bien. D'accord. Donc de préférence, en tout cas, bio. Il y avait une autre personne qui demandait, Claude, quelle est la composition de la Clamat en acides aminés essentiels?
Je sais pas si Pardon, j'ai pas compris. Là? je sais pas si cette question aura du sens, mais en tout cas, elle a été notée. Quelle est la composition de la clamate en acides aminés essentiels? Est-ce que c'est... À combien de titres? Oui, Ça, je sais pas. Il faut que je regarde sur les fiches combien à titre, mais faut regarder sur les fiches. Il faudra que je regarde là. J'ai pas le dosage, mais en tous les cas, c'est la plus grande source de PEA au niveau du vivant. On est beaucoup plus riche que du chocolat. Faudrait que je regarde les chiffres. J'ai pas le titrage. d'accord. Alors, on continue. Pareil, je regarderai que la personne envoie un mail à Bibouda, je répondrai s'il y a besoin. Mais là, je peux pas répondre en direct, il faut que je cherche dans mes fiches. J'ai ça pas loin, mais je l'ai pas à côté de moi. Sans souci. Alors la dernière question du coup sur la clamate, parce que c'est un sujet qui a vraiment intéressé beaucoup de personnes. C'était une personne du coup qui demandait la différence. Il y avait deux questions. La différence dans un premier temps entre la clamate et l'AFA. Et après concernant la clamate, quelle dose et sur quelle durée il faut prendre Alors, la la différence entre la clamate et quoi? AFA. AFA, je sais pas si ça se dit. Ah oui, 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 si, je vois. Mais c'est pas les mêmes molécules. La clamate, donc je vais répondre pour la clamate. La clamate, je l'ai donné le dosage, hein, c'est 1 à 2 grammes par jour. Et la durée, bah, on fait une cure au moins d'1 mois. Nous, quand on est en sortie de jeûne, alors si vous faites du jeûne séquentiel, c'est intéressant de le prendre dans ce cas-là en rupture du jeûne. Mettons que vous mangez le soir, puis vous mangez pas avant le lendemain midi. Vous prenez un quart d'heure avant le repas de midi, parce que là, il y a une fenêtre métabolique, on absorbe beaucoup mieux. Donc, c'est plus biodisponible. Donc, autrement, on peut le prendre aussi également au repas. Moi, je fais des cures en général. Je conseille à mes patients, si c'est à titre préventif, 1 mois. Mais tant qu'il y a du stress, s'il y a un stress chronique qui s'installe, je ne souhaite pas, mais on n'est pas à l'abri, sur plusieurs mois, il n'y a pas de surdosage, il n'y a pas de toxicité. On est sur un produit fabriqué par la nature. Donc, c'est pas un complément alimentaire. C'est un super aliment. C'est un aliment ayant des caractéristiques spécifiques comment dirais-je, de composition riche en acides aminés et dans ce fameux phényléthalamine qui va booster tous les neuromédiateurs. D'accord. Alors du coup, on va parler maintenant on va retourner sur les graines germées. On avait Simone qui avait l'air très Oui. intéressée par cette thématique. Elle voulait savoir quelle quantité, alors minimum ou maximum, de graines germées à prendre par jour. Et pendant combien de temps, encore une fois? Est-ce que... Alors, les graines germées, c'est une très bonne question. Ça, c'est général. J'aime bien répondre à ces questions si ça concerne tout le monde. Les graines germées, moi, j'en mange pas toute l'année. J'en mange, après, voilà, quand on est habitué, qu'on écoute son corps, après, il nous donne des bons signaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je change, je dis, tiens, il faut que je prenne des graines germées. Mais au départ, vous n'avez pas forcément cette sensibilité exacerbée. Et dans ce cas-là, comment faire? Eh bien, la solution, c'est d'en prendre idéalement quand il n'y a pas de cru dans un repas. Dans un repas, quand il n'y a pas de cru, il n'y a pas de jus minute de légumes. Je parle de jus, pas de fruits, mais de légumes. Il n'y a pas de crudité. Eh bien, à ce moment-là, il faut amener du vivant dans chaque repas. Au moins une fois par jour, mais idéalement chaque repas. Dans ce cas-là, si j'ai pas de salade, j'ai pas de crudité, je prends des graines germées. Quelle quantité? Eh bien là, je peux pas répondre. Enfin, je vais répondre, mais il n'y a pas une quantité fixe. En fait, je vais donner quelques pistes de réflexion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fibres également dans les graines germées. Alors, prenez plutôt des petites graines comme de la luzerne, alfalfa, plutôt éventuellement du petit épeautre, que des pois chiches ou des lentilles. Là, vous avez beaucoup de fibres et vous risquez d'irriter les intestins. Ou des mélanges. J'aime beaucoup les mélanges qui sont déjà tout faits, où il y a de la luzerne, du radis et du fenouil, un mélange qui est très sympa. On trouve ça facilement en boutique bio, même sur le net. Et la quantité, une fois germé, une cuillère à soupe par repas, c'est parfait. Maintenant, moi, je me suis amusé à faire des expériences parce que j'adore expérimenter les choses et savoir de quoi je parle. Et l'expérience que j'ai faite, c'était de manger que des super aliments pendant quelques semaines, voire. Donc pollen, spiruline, clamates, graines germées et un peu de jus lacto fermenté. Ça marche très bien, mais quand j'ai augmenté un peu trop les graines germées, j'ai commencé à avoir mon côlon qui me disait il y a trop de fibres et ça irrite. Donc la limite, c'est ça. Faut pas que vous retrouviez avec à irriter l'intestin. Mais après, voilà, c'est au moins, voilà, le minimum une cuillère à café par repas. En général, moi, je conseille dans sortie de jeûne, les gens qui ont fait ce qu'on appelle en naturopathie une cure de revitalisation. Et dans le cadre d'une cure de revitalisation, on va prendre une cuillère à soupe par repas. Voilà, ça donne une indication. Et là, il n'y a pas de durée, vous pouvez en prendre toute l'année, mais ça à équilibrer ou à juguler dans un programme d'alimentation varié en fonction de ce que vous avez par ailleurs. Sachant que si par ailleurs vous mangez du pollen frais, qui est également très riche
en antioxydants, en enzymes et en acides aminés. On n'est pas, voilà, on peut alterner. Moi, j'aime bien. Il faut pas s'ennuyer aussi. Hein. Si vous mangez tout le temps la même chose, vous allez vous ennuyer. L'alimentation doit amener du plaisir. Elle n'est pas orientée que dans un aspect technique lié à la santé. Bien sûr qu'on va, avec pourvoyeuse des micronutriments dont on a parlé, oligo-éléments, vitamines, minéraux, enzymes, fibres, donc ça c'est tous les micronutriments, mais elle doit amener aussi, elle doit être variée au niveau de la couleur, c'est une clé dont je n'ai pas parlé ce soir, vous pouvez prendre en compte, parce que varier une alimentation en couleur, c'est beau pour les yeux, mais c'est aussi un moyen de multiplier les différents choix des pigments, c'est-à-dire des antioxydants, donc des protecteurs cellulaires. Bah, dans une tomate rouge, on n'a pas les mêmes antioxydants que dans une salade verte ou que dans une aubergine violette. Donc on va avoir des anthocyanes, on va avoir de la lutéine ou on va avoir du lycopène dans un. Et donc cette variété permet de refaire ses stocks et l'alimentation santé, elle est variée justement pour pas avoir de carences. Et les carences, en fait, on les a pas à cause du fait de ne pas manger de viande, de ne pas manger de poisson, etc. Ça, c'est une erreur. On peut très bien avoir aucune carence en acides aminés sans manger de produits animaux. Par contre, on va souvent, et c'est ce que j'observe dans ma pratique en cabinet, avoir des carences parce que les personnes n'ont pas une alimentation suffisamment variée dans l'élément végétal. Donc voilà une clé importante. D'accord. Je note les questions au passage parce qu'il y en a des très intéressantes qui sont en train de tomber. On va revenir sur le sujet de la respiration un petit peu et du masque. Donc on avait quelqu'un du coup qui nous demandait quel était l'inconvénient de ces masques quant à notre quantité de d'air ou de respiration dans la journée. Quel était quoi pardon, j'ai pas compris, quel est l'inconvénient? L'impact du masque du coup sur notre respiration et le port au quotidien. Tu en as déjà parlé, mais des personnes ont... Alors j'en ai parlé, bah, le premier impact, je l'ai évoqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir. Donc on souffre d'hypoxie, c'est-à-dire de manque d'oxygène. L'oxygène, c'est la vie. L'oxygène, c'est ce qui permet de servir de comburant, donc c'est ce qui permet de faire la glycolyse, donc de faire brûler le glucose au niveau des cellules. Donc si je manque d'oxygène, mes cellules vont moins bien fonctionner, moins d'énergie, et je vais altérer mes fonctions de respiration cellulaire également. Le deuxième impact, qui est pas neutre non plus, j'ai pas amené le mien, je voulais vous le faire voir, non c'est pas grave, je vais vous l'expliquer, c'est que on respire, en fait, on est dans un bain, on élimine, le corps, ce qu'il élimine par la respiration, bien sûr, il élimine du CO2, mais il élimine également tout un tas d'acides volatiles. Il faut savoir qu'on a les poumons sont ce qu'on appelle dans le jargon naturopathique un émonctoire, c'est-à-dire, pardon, un organe de filtration et d'élimination des déchets. L'émonctoire principal, c'est le foie, mais les poumons servent à éliminer une partie des acides volatiles, une partie des agents pathogènes, etc. Donc le fait d'être enfermé derrière ce masque, eh bien, on respire nos propres déchets. Et donc ça, c'est pas terrible. Donc il y a une alternative pour laquelle j'ai opté quand je suis obligé de porter le masque, parce que le masque est utile au moins dans un domaine, c'est pour éviter les PV. Donc là, on n'a pas tout là-dessus. Pour le reste, je vous laisse voir ce que vous en pensez. Donc il y a un fabricant allemand, j'ai pas le nom, j'ai à vous le dire parce qu'il n'y a pas de concurrence. Donc on me demandait, là j'ai vu une question, donner plusieurs marques sur les clamates. Non, je ne vais pas donner plusieurs marques, j'en utilise qu'une et les autres, je vais pas donner d'autres marques. J'en connais qu'une que j'utilise en tous les cas, qui correspond au cahier des charges dont on a parlé. Mais pour ces silver, donc il y a des fils de cuivre dans ce masque en toile, c'est une toile type parachute, c'est un laboratoire allemand, peut-être ça va me revenir en parlant, je vous donnerai le nom si je le trouve. Et en tous les cas, vous tapez masque tissu, donc c'est du tissu de type parachute, donc c'est beaucoup plus respirant. Hein, quand je donne des cours à l'école de naturopathie à Paris, donc là, bah, je suis obligé de l'avoir, même à Toulouse, hein, maintenant on est dans la même contrainte, c'est H24, et même à Albi, à côté d'où j'habite, en centre-ville en tous les cas. Et donc là, ça permet quand même de mieux respirer, donc ça filtre on a un peu plus d'air. Et surtout, le cuivre est un antioxydant et qui est bactéricide, c'est-à-dire qui tue les bactéries. Donc ça peut être une alternative. D'accord. Alors on avait Agnès, du coup on continue sur ce sujet-là, à choisir entre marcher dehors 30 minutes avec un masque et rester chez toi et rester chez soi et bouger. Qu'est-ce qu'il y a de mieux du coup? Est-ce qu'il vaut mieux être chez soi, faire un petit peu d'activité sportive et avoir un certain cardio, ou est-ce que du coup aller marcher même avec le masque? C'est vrai que marcher avec le masque, ça commence à être contraignant. Hein. L'idéal, ce serait de marcher sans masque, mais il y a des endroits où on ne peut plus. Hein. C'est un vrai problème. Ben, je dirais, dans ce cas-là, moi, j'opterais plutôt pour marcher dans la nature
Si c'est possible, avec le masque, tant pis. Mais bouger chez soi sans le masque, on aura un meilleur échange au niveau oxygène. J'ai une question, tiens, vite fait, Mathieu. Je vois, il y a une personne, c'est Alain, qui demande est-ce que dans le plasma de Quinton contient toutes les vitamines et les minéraux dont on a besoin? La réponse, c'est non, il n'y a aucune vitamine dans le plasma de Quinton, c'est-à-dire l'eau de mer hyper filtrée. En revanche, il y a tous les oligo-éléments. Donc, le plasma de Quinton est une très bonne source d'oligo-éléments, mais c'est largement insuffisant. Donc, par contre, voilà, ça peut être une solution pour faire de l'oligothérapie, mais il n'y a pas de vitamine dans le plasma de Quinton. D'accord. Tu parlais de luminothérapie, et on avait du coup Marie-Laure qui demandait la luminothérapie peut-elle être bénéfique pour un non-voyant? Je sais pas si tu as... Alors, c'est une très bonne question, mais je pense qu'elle est limitée. On n'a jamais posé cette question, donc je suis obligé de réfléchir en même temps que je vous réponds. Ce que je sais, c'est que les non-voyants prennent plus facilement des coups de soleil, parce que justement, il n'y a pas cette filtration des rayons lumineux. Et donc, du coup, parce que la glande pinéale, elle a également celle qui fabrique la mélatonine et qui fabrique également les mélanomes, donc les cellules de la pigmentation qui permettent de filtrer le soleil et la mélatonine, pardon. Et, euh, et donc, du coup, je dirais que je pense à vérifier. Il faut que je fasse une recherche, mais je pense qu'il y a peu de chances que ça marche bien à ce niveau-là. Il faut trouver d'autres outils. Et D'accord. les personnes demandent comment me joindre, vous envoyez un mail à Bibouda et ils feront suivre. Hein, si vous voulez me joindre, vous avez besoin d'une information, voilà, vous envoyez après, je traite au mieux que je peux, j'ai des fois du délai, mais en général, j'essaie de répondre. Donc, vous envoyez un mail par Bibouda et il me transfère. D'accord. On va revenir sur les plantes adaptogènes. Tu en as cité pas mal, la radiole et encore d'autres. Il y a certaines personnes qui aimeraient savoir si dans le chat tu pouvais écrire le nom de ces aliments, de ces plantes adaptogènes, parce qu'ils n'arrivent pas à forcément avoir l'orthographe. Donc voilà, il y avait la radiole, il y en avait d'autres, hein, ce que je sache. C'est passé là dans. C'est Ouais, parti? oui, oui. Ouais, c'est dans le chat, il y avait la radiole. Je vais faire un copier-coller, comme ça va aller beaucoup plus vite. Hop. Après, de toute façon, pour la formule que j'ai indiquée dans le. Voilà, je vous mets les noms. Hop. Ensuite, il y avait Chisandra, l'eutérocoque. Et la question du coup De qui... toute façon, pour la formule en aroma, je la ferai passer par Bibouda, donc vous l'aurez, hein, la formule dont j'ai parlé. C'est passé là ou pas? Alors, t'as écrit radiole, j'ai vu un petit smiley. J'ai mal écrit? Non, mais après Rhodiol. Attends, Radiole, pardon, oui. Radiole, après tu as mis un petit smiley, mais par contre, j'ai pas vu d'autres choses à non, part. c'est pas moi qui ai fait. Oh, non, j'ai voulu faire un copier-coller, ça marche pas les. Attends, Bah, c'est contrôle V. vrai. Ah si, ça marche, voilà. Ok. Send. Entrée. Donc, entrée, normalement c'est bon. Alors moi, j'ai toujours rien dans le chat. Ah, si, c'est bon, pardon. Si, si. Ok, c'est bon, je l'osais. Alors du coup, la question qui découlait de ça, c'était est-ce qu'on peut utiliser les trois à la fois? Est-ce qu'il est recommandé de commencer par une, terminer par l'autre? Là, c'est du cas personnel, c'est ce que j'ai expliqué, c'est pour ça que je suis obligé de répondre, je peux pas répondre. Après, quand je suis en consultation, c'est moi qui choisis en fonction de la personne. Si c'est plus l'axe anxiété, c'est plus la fatigue surrénale, si c'est plus l'aspect, comment dirais-je, dépressif, je vais plutôt mettre dans un ordre l'autre, démarrer par l'une, poursuivre par l'autre. Il existe des complexes de plantes dans un laboratoire, du coup je vais le donner ce nom, celui-ci, parce que je crois qu'ils sont à peu près les seuls à faire ça. Ça s'appelle Laboratoire des plantes énergétiques de Vichy, qui sont distribués par des thérapeutes normalement. Ils font des mélanges de différentes plantes sous forme de gélules. Donc il y a des mélanges, en tous les cas, eux, je travaille avec eux, il y en a probablement d'autres, donc cherchez dans vos régions et vos fournisseurs habituels, ou vous voyez un naturopathe formé en phyto, ou un médecin en phytothérapie, pour avoir les informations. Mais oui, voilà, quand moi je fais du conseil un peu générique, on utilise un mélange, comme ça on touche un peu tout le monde. Voilà. Mais quand on veut faire du sur-mesure, c'est un peu comme les vêtements, le prêt-à-porter sera toujours plus adapté pour la personne. D'accord. Du coup, il y avait Patricia, donc rhodiola et clamate, par exemple, ça peut être pris en même temps. Oui, oui, alors là, par contre, voilà, dans ce sens-là, d'un côté, on est en nutrithérapie, de l'autre côté, on est en phytothérapie. Bien sûr, là, moi, par contre, là, moi, je fais ça régulièrement, c'est-à-dire d'amener les précurseurs ou le booster des neuromédiateurs et en même temps utiliser des plantes qui protègent et qui soutiennent. Voilà, dans des cas un peu compliqués, on pourrait tout ce qu'on a vu sur, on pourrait tout faire. C'est-à-dire qu'on pourrait à la fois prendre de la clamate, 1 à 2 grammes par jour,
on pourrait prendre une petite cure. Alors en phytothérapie, on ne fait pas du long cours, mais même la clamate, hein, j'en donne rarement plus de 2 mois. En général, il faut faire ce qu'on appelle du wash-out, c'est-à-dire des pauses pour que le corps élimine, pour pas que ça sature, et à un moment donné, ça marche plus trop bien quand on en prend trop longtemps. Donc des petites cures, mais en phytothérapie, on fait systématiquement ou des fenêtres thérapeutiques, c'est-à-dire si j'en prends sur 2 mois, je laisse une journée ou deux au repos, donc je ne vais pas faire ça en continu, en permanence, ou après on peut faire un boostage, c'est-à-dire qu'on peut augmenter les doses sur quelques jours, et là c'est du sur-mesure. Là, voilà, après c'est votre thérapeute qui doit vous donner les conseils adaptés. Voilà, moi je peux donner des conseils génériques dans le cadre d'un webinaire, mais après le sur-mesure c'est dans le cadre de savoir avec votre avec votre thérapeute. C'est individuel. Alors on continue avec, tu as parlé de quelques huiles essentielles. On a Kabira qui demande quelle est la fréquence d'utilisation de ces mélanges que tu Alors les huiles essentielles c'est comme la phyto, c'est une bonne question, c'est pas en continu. Donc là, moi personnellement, quand je sens que je suis fatigué, je suis un peu surmené, j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas pris assez de repos, ce qui n'est pas une bonne idée, parce qu'on a parlé aussi des différentes hygiènes. Il y a l'hygiène des rythmes, c'est alterner activité et repos. Comme le cœur, il n'est pas tout le temps en train de battre. Il y a un boom, diastole, systole, jour, nuit, etc. Donc il y a cette alternance. À un moment donné, quand il y a besoin de soutenir un petit peu plutôt que de la shooter au café, moi la caféine a un problème, c'est que c'est un neurotonique, mais ça ramène pas de l'énergie, ça va épuiser l'organisme. Donc ça peut avoir un effet inverse, c'est-à-dire qu'au début ça donne un coup de feu, et en fait c'est comme si on vivait à crédit. Et l'énergie qu'on puise, c'est ce qu'on avait en stock, mais on ne permet pas à son corps de s'adapter dans le temps. Donc il vaut mieux prendre des plantes adaptogènes ou des huiles essentielles adaptogènes telles qu'on l'a vu tout à l'heure. Et dans ce cadre-là, on va faire ça ponctuellement. Pareil que la phyto, on ne fait pas en continu. Si c'est sur du long cours, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois, hein, c'est pas sur un an, sur du long cours, faites au moins une journée par semaine ou deux de pause. Voilà, on peut faire à la demande sur des périodes de convalescence. Ça m'arrive régulièrement des patients suite de cancer, de chimio, etc., de leur faire un soutien au niveau des fonctions d'adaptation. Et on fait ça sur 2 mois avec une petite pause, au moins une journée par semaine. Est-ce que ces huiles essentielles et ces plantes adaptogènes peuvent être administrées à des enfants également? Est-ce qu'elles sont Est-ce que ça peut être utilisé par les enfants également? Toutes ces plantes adaptogènes? Oui, oui, alors après, voilà, après là, c'est du conseil personnalisé. Dans ce que j'ai donné, il n'y a pas de contre-indication chez les enfants. Par contre, le dosage doit être adapté par rapport au poids de l'enfant. Hein, en gros, voilà, mais après, là, je ne peux pas entrer trop dans les détails techniques parce qu'il y a des problèmes comment dire, de respect aussi de la déontologie. Il faut faire du sur-mesure. Mais en gros, c'est x2, divisé par 2, divisé par 3 en fonction du poids, de l'âge de l'enfant. Mais dans toutes les plantes que j'ai citées, il n'y a pas de. Alors, pas chez le nourrisson, hein, bien sûr, on commence à 6-7 ans. L'aromathérapie, de toute façon, moi, je peux en faire en tant que spécialiste, je peux en donner ponctuellement des petits dosages chez des nouveau-nés, enfin des enfants très jeunes. J'ai donné des cours chez les sages-femmes ou chez les puéricultrices, et c'est réservé aux spécialistes. Dans un usage familial, et les cours, on n'en a pas parlé, mais les cours qui sont en ligne chez Bibouda, on a parlé de la naturopathie, on peut dire 2 mots aussi, Mathieu. On a également un module complet en aromathérapie sur Bibouda, aromathérapie familiale, aromathérapie scientifique, c'est avec des bases un peu plus scientifiques pour réserver pour les particuliers passionnés par les huiles essentielles ou pour des thérapeutes. Donc là, c'est double public. Et également des modules. Il y a tout un module sur justement l'aromathérapie en lien avec le stress. C'est pas des plantes adaptogènes, mais ça se recoupe. Et là, je précise un peu plus les dosages et tout en fonction de l'enfant, du poids, etc. Donc c'est un petit peu plus précis à ce niveau-là. Mais voilà, un aroma pendant 7 ans globalement, et la phyto, on peut utiliser. Mais bon, honnêtement, j'utilise rarement des plantes adaptogènes chez des jeunes enfants. Il y a d'autres choses à faire à la place plutôt. C'est plutôt des plantes de l'adulte. D'accord. Alors on a Kabira qui nous renvoie sur le sujet de l'alimentation et le jeûne séquentiel, donc 16 heures de repos, 8 heures actifs. Sur ces 8 heures où on peut du coup s'alimenter, combien de repas peut-on prendre maximum? Est-ce qu'on du coup on pensait 3, condensé à 3 heures, 2 heures, 2 heures? Est-ce qu'on mange plus que 2 fois? Alors moi, j'en fais deux. Maintenant, voilà, je mange entre 13 heures et 21 heures. Donc ça, c'est mes habitudes, c'est pas une règle. Hein. Tout, ça peut être quelqu'un qui préfère manger entre 10 heures et 18 heures. C'est à vous d'adapter en fonction de vos contraintes familiales, professionnelles et de votre physiologie. Il y en a qui supportent très facilement pas prendre le petit déjeuner, c'est mon cas. D'autres qui supportent très facilement de manger léger ou pas de dîner. Donc ça, c'est adapté. En général, c'est 2 repas et éventuellement, c'est pas 3 repas. Mais entre les 2 repas, on peut éventuellement faire une collation, comme on conseille
pour des raisons digestives, limiter les fermentations et mieux absorber les vitamines des fruits, de les prendre plutôt en dehors des repas, pas avant, pas après, mais vraiment décalé au moins 3-4 heures après. Si je mange à midi ou à 13 heures, je peux très bien prendre une petite collation avec un fruit frais, voire 2-3 oléagineux, de fruits gras et un dîner. En général, c'est ce que je conseille à mes patients. D'accord. On reste sur l'alimentation. On avait Claude qui demandait concernant les graines de chia. Est-ce que ce sont aussi des super aliments à privilégier pour se booster? C'est des aliments intéressants, c'est un oléagineux, précurseur d'oméga 3, mais c'est pas un super aliment. Pour répondre aux critères super aliments, il faut que ça amène quand même beaucoup de micronutriments. Le chia est intéressant comme un oléagineux. Après, il faut faire attention, il y a quand même pas mal d'effets de marketing. Alors, je suis rien contre le chia, j'en mange moi-même occasionnellement. C'est une source voilà, mais vous pouvez prendre des graines de lin. Mais aussi, c'est moins la mode, mais il y a aussi plein d'oméga 3 dans les graines de lin, à condition de bien les mastiquer, parce qu'autrement la lignine limite l'absorption des oméga 3, et à condition d'avoir de la delta 6 des saturase, c'est-à-dire une enzyme qui convertit les oméga 3 en EPA DHA. Donc après, voilà, ça nécessite un petit peu de connaissances. Mais oui, c'est bien. Mais après, voilà, il y a la période grenade, il y a la période graine de chia, il y a la période noni, il y a la période. Il y a un petit peu des modes. Il y a les périodes aussi avec ce qui vient de l'Himalaya. Donc, soyez prudents par rapport à ça. Soyez vigilants. On a tout ce qu'il faut dans notre environnement. La nature, dans notre environnement proche, nous amène tout ce qu'il faut à la bonne saison au bon moment. Ce qui n'empêche pas ponctuellement de manger quelques produits exotiques, mais dans une démarche éthique et écologique, favoriser quand même les produits de saison, cueillis à maturité et sur des circuits courts. Pour les chiens, c'est pas un problème, hein, mais je parle pour d'autres aliments que j'ai cités où c'est pas forcément du local. Alors, j'aurais encore deux questions avant de mettre fin à ce webinaire. Alors, les deux viennent d'Isabelle, elles sont très intéressantes. La première, c'était, on revient du coup sur certains dosages. J'aimerais avoir le dosage du mélange HE, qu'elle n'a pas eu le temps de noter, juste le nombre de gouttes que tu peux Bon, communiquer. je vais mettre directement dans le chat. Ok, je vais le Et retransférer. pour un monsieur qui me fait des commentaires sur le phényléthalamine, alors je suis désolé, je fais un petit peu de dyslexie, je connais le nom, mais de temps en temps je prononce mal, donc je vais vous le marquer comme ça, ce sera plus clair pour tout le monde. Hop, si ça veut bien marcher là. Voilà. Et ça s'écrit comme ça tout le monde aura le nom. C'est passé là? Ouais, Voilà. je l'ai eu de mon Et côté. donc, pour la formule, puisque je peux faire du copier-coller sur le chat, on la remettra dans le replay, mais ça permettra également à notre ami Gilles de la voir en direct. Je vous fais un copier-coller de l'ensemble. Comme ça, vous pouvez directement l'avoir dans le chat. Hop, et je l'ai mis pour 3 semaines, comme ça vous avez même la durée. Ok, super. Alors, attends, je copie-colle ça, comme ça tout le monde l'aura. Hop, voilà, c'est partagé. Euh, Donc du coup, j'avais une dernière question sur ta formation. Bon, j'ai la réponse, mais oui, elle est accessible 24 heures sur 24. À partir du moment où vous y accédez, vous l'avez éternellement. Il n'y a pas de délai elle est à vous, c'est votre formation. Et on m'a demandé du coup, pour profiter de l'offre, pour ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont été présents sur ce webinaire recevront un mail demain matin ou demain après-midi au plus tard avec un replay et le nécessaire pour profiter du coup de cette offre propre à ce webinaire. Même pour ceux qui sont en replay, je crois que vous envoyez les liens aussi en replay. Hein. Bien Donc, sûr. les gens qui étaient inscrits, qui n'ont pas vu en direct, ils le voient en replay. Complètement, oui, oui. Tous ceux qui ont été inscrits, ils auront également l'accès en replay. Eh bien, écoute, Alain, je pense qu'on a fait le tour. Ça fait bientôt 1 bonne heure et quart qu'on échange à ce sujet. Euh, Moi, je pense qu'on a fait le tour des questions et des réponses, à moins que tu en aperçoives une qui peut être intéressante, mais sinon, je pense que voilà, nickel. Ça, parfait. J'avais déjà renvoyé et transféré. J'ai remis Rhodiol là parce que tout le monde demande. Je l'ai écrit tout à l'heure. A priori, les gens n'ont pas dû le voir. C'est R-H-O-D-I-O-L-E. Rhodiol et en latin Rhodiola rosea. Non, bah, le mot de la fin, c'est prenez soin. Si on doit passer un peu plus de temps à la maison pour des raisons sanitaires, bah, profitez pour regarder le bon côté des choses et faire des choses pour lesquelles vous n'avez pas forcément le temps. Prenez soin de vous à travers des bonnes lectures. Faites un peu d'activité physique. Aérez-vous au moins chez vous. On n'est pas encore obligé de porter le masque à la maison. Hein,
Donc ça, heureusement, malgré toutes les contraintes qu'on a, on a toujours la possibilité d'essayer de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà, vous avez des clés, en tous les cas, j'ai essayé de vous donner les clés les plus importantes, me semble-t-il, pour vous permettre de mieux supporter cette période-là, pour préserver vos neuromédiateurs, pour préserver vos neurones, pour éviter d'être impacté trop par le stress. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Parfait. Bah, merci beaucoup en tout cas de ta présence. On se retrouvera sûrement très bientôt pour un prochain webinaire avant ou après les fêtes pour s'y préparer. Ça marche. Parfait. Bah, écoute, je mets fin au webinaire de mon côté. Je te souhaite une excellente soirée. Merci à tout le monde. Au revoir et à bientôt Alain. Merci pour votre écoute et à bientôt Mathieu. Au revoir.